Ah voilà, on est en live. Hop. Ah, j'aimerais bien qu'ils me mettent l'événement là sur mon téléphone, que je le vois. Oui. Ah, voilà, c'est bon. Génial. C'est c'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Julie Duchemin, qui est architecte du désir. Alors, Julie, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi et nous raconter un peu ton parcours? Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation et ravie de rencontrer ta communauté à travers ce moment partagé. Alors en fait, voilà, j'ai une quarantaine d'années et j'ai un parcours qui a commencé par l'architecture. Donc je me suis formée en architecture, la vraie, parce que j'avais une fibre à la fois artistique et puis à la fois aussi mathématicienne. Et donc voilà, l'architecture combinait un petit peu un tas de facettes. Et tout en ayant pratiqué pendant plusieurs années comme architecte, je me suis intéressée au bien-être, à la féminité. J'ai commencé à créer une association pour les femmes, femmes qui échangent et qui explorent ensemble, ça fait fait. Donc voilà. Et là, ça m'a donné le goût. Et du coup, j'ai été voir une conférence un jour qui parlait de la sexualité des gens heureux. Et j'étais voir le formateur. Je lui dis, où est-ce qu'on apprend l'art d'aimer finalement? Est-ce qu'il y a des études pour apprendre à aimer? Il dit non, mais il y a la sexologie, la sexothérapie. Et du coup, j'ai commencé en parallèle de ma vie professionnelle, eh bien, des cours de sexologie. Je pensais vraiment pas en faire un métier, c'était plus par intérêt. Ça m'aidait dans mon association, ça m'aidait évidemment dans ma vie de femme, de couple, de maman. Et en fait, il y a maintenant 5, 6 ans, j'ai décidé de quitter tout ce que j'avais pu construire avant et devenir architecte du désir, c'est-à-dire mettre ces deux facettes de moi ensemble et aider les gens à construire justement une vie amoureuse et érotique qui leur correspond. Voilà un peu le chemin. Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu des livres, il y a eu des émissions de télé, il y a des conférences live, il y a des ateliers. Donc, il y a eu l'Académie des arts de l'amour. C'est comme ça que j'ai nommé mon projet. Une académie pour apprendre à mieux aimer et à mieux s'aimer. D'accord. Ouais. Donc, tu es toi-même en couple. Ça fait combien de temps? Comment est-ce que ton conjoint a vécu cette transformation? Alors, c'est intéressant que tu poses cette question, puisqu'il y a eu mon conjoint de l'époque, c'est-à-dire le papa de mes enfants, avec qui j'étais à cette conférence il y a 12 ans, avec qui je suis restée 18 ans en couple, et je dis je suis, parce qu'il y a 2 ans, je me suis séparée. Donc, dans mon cheminement à moi, il y a eu la fin d'un cycle, et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je communiquerai là-dessus, comment se séparer dans l'amour, dans le respect, dans la joie, dans la bienveillance. Et depuis 1 an et demi, je suis en couple, en fait, avec mon équivalent, c'est-à-dire celui avec qui j'ai écrit des livres, avec qui j'animais des week-ends, avec Pascal de Sutter, qui en fait était celui qui m'a initié aussi il y a déjà plus de 10 ans à toutes ces. Il s'est trouvé que voilà, nos chemins en fait se sont retrouvés sur le plan aussi amoureux, et donc je suis en couple avec lui. Donc évidemment, c'est pas trop difficile de lui faire comprendre ma vision, puisqu'on la partage et on l'enseigne tous les deux. Lui, il est l'animateur de Marié au premier regard sur France 2, sur M6, pardon. On a animé tous les deux cette émission aussi en Belgique pour RTL. Donc on travaille beaucoup ensemble et aujourd'hui on travaille moins ensemble, mais on construit de plus en plus un couple. D'accord. Ah, donc, lui, il a déjà aussi cette vision, de la sexualité alliée au bien-être. Donc, Mhm. moi, justement, je me posais la question, qu'est-ce que d'après toi, qu'est-ce qui se manifeste dans la vie quand on n'a pas une sexualité satisfaisante, quand on n'a pas cet accès au plaisir? Quand on n'est pas finalement épanoui, hein, c'est le mot que j'utilise de plus en plus et je vois bien les femmes qui viennent vers moi, c'est pas qu'elles veulent plus d'orgasme, ou elles veulent plus avoir confiance en elles, bien dans leur peau, être épanouies. Et pour moi, la sexualité, elle va vraiment répondre à ça, mais c'est vrai que c'est pas par ce biais-là qu'elles arrivent en général. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est frustré, on peut être triste, on peut être dépressive, hein. Il y a des liens entre l'absence de libido et la dépression, évidemment. Et donc, on devient aussi mégère, c'est-à-dire que comme on est nous-mêmes pas nourris, comme on n'est pas bien dans cette vie, cette sève qui monte en nous, et on va peut-être, on ne rapportera pas toutes les raisons de ça, mais les raisons ne sont pas que liées à la femme elle-même, elles peuvent être évidemment liées à des abus, des traumas, à,
au fait que l'autre, il s'y prend super mal aussi, ou qu'il n'y a pas d'autre en ce moment, et qu'elle se dit, mais je suis, voilà, moi je veux bien m'épanouir, mais vu les conditions, c'est difficile. Mais en tout cas, donc, quand elle est épanouie, elle ne l'est pas, elle devient cette mégère. Cette mégère, eh bien, elle commence à être dure, sèche, à être difficile pour son entourage. Hein. Ça va être la mère cassante, ça va être la compagne critiquante, ou bien ça va être la mégère qui va s'enfermer. Donc, voilà, les conséquences, elles sont assez dramatiques. Il faut savoir aussi que 50% des ruptures sont liées à des problèmes de sexualité. Donc, quand ça ne marche pas bien au lit, eh bien, souvent, une conséquence va être la rupture, le divorce, parfois. Donc, voilà, les conséquences sont nombreuses, bien sûr, sur la santé, puisqu'on sait à quel point du bon sexe fait du bien à la peau, aux cheveux, enfin, à plein de choses. Donc, on pourrait faire une liste assez longue, mais je me rends compte que les femmes ne vont pas venir vers moi parce que, justement, voilà, elles veulent avoir des plus beaux cheveux ou des plus belles peaux. C'est une conséquence que quand on est bien, tout le reste va bien, en fait. Oui, oui, oui. Non, mais en plus, moi, c'est vrai que je l'ai constaté, et puis je l'ai souvent dit, hein, personnellement, si je n'ai pas une vie sexuelle assez remplie, je deviens assez méchante. Et donc, ça vient Tu confirmer confirmes. ce fait. Et oui, bon, moi, mon domaine, c'est l'énergie d'une manière générale, la force vitale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la libido. Et la libido, en fait, bon, tout le monde réduit ça à l'aspect sexuel, mais la libido, c'est l'énergie de vie, en fait. Tout à fait. Il y a ce lien C'est entre ce les que je, deux. oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui ont perdu leur désir, donc leur envie, leur sensation de cette énergie-là qui se trouve dans nos ventres, dans nos bassins, dans nos sexes aussi. Et il faut savoir comme qu'une femme sur deux, hein, plus d'une femme sur deux dit, moi, j'ai plus envie. Donc, c'est quand même interpellant. Alors que, et quand je retravaille sur ce désir, comme tu dis, je commence pas par le désir sexuel, je commence par dire de quoi tu as envie, cette libido, est-ce que c'est un rayon de soleil sur ta peau, tu vois, par quoi est-ce que tu vas être nourri un bain chaud où tu es tranquille, où tu peux... En fait, la libido, elle va recirculer à partir du moment... D'ailleurs, moi, c'est un terme que je n'utilise pas beaucoup ici, je dis avec toi, mais on va dire le désir, parce que libido, c'est psychanalytique. Bon, avec, il y a du bon et du moins bon dans la psychanalyse, notamment Oedipe, etc., vaut mieux un peu oublier. Les femmes clitoridiennes vaginales, vaut mieux carrément oublier. Donc, bon, voilà, l'énergie de vie, ce désir, à quel moment est-ce que tu peux en ressentir un tout petit peu de cette, comme tu dis. Et puis, c'est comme un soufflet hein, au niveau de l'énergie, tu vois, on peut aller, ah, mais je me rends compte que oui, quand je suis plus relax, quand je suis reposée, quand je suis dans le soleil, comme je dis, quand je mange quelque chose qui me fait du bien, et quand on me caresse la peau, et alors tout peut redevenir énergie qui circule. En fait, tu vois, je vois beaucoup que l'énergie est coupée. Si tu travailles dans l'énergie, tu vois ça bien. Les femmes qui ont coupé les sensations, justement, pour ne pas sentir. Oui, oui, oui. Et, donc, ouais, il y a ce domaine de la sensualité, en fait, qui intervient aussi. Et donc, le rapport au corps, le Mm-hmm. rapport au corps et les femmes que tu rencontres, leur rapport au corps, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant ou c'est d'une manière générale Très souvent, c'est compliqué. Les femmes et leur corps, c'est compliqué. Pour X raisons, et c'est vrai que aujourd'hui, franchement, être une femme aujourd'hui épanouie, c'est vraiment pas quelque chose qui tombe du ciel. Quand tu regardes les films, quand tu te compares sur Instagram, bon voilà, vas-y et mets ton corps alors que ce que tu vois n'est pas la réalité en plus, on sait très bien. Ensuite, il y a un dictat effectivement de, voilà, de beauté, enfin, tout ça, il y a les apparences. Euh, et puis, il y a un regard très jugeant, critiquant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en sexologie, on voit que les hommes, hein, donc on va dire, ou le masculin, hein, pour pas, parce qu'au niveau du genre, on ne va pas se lancer là-dessus aujourd'hui, mais moi je suis ouvert à toutes les combinaisons possibles. Ce que je veux dire, c'est qu'on remarque dans les archétypes, c'est que le masculin va plutôt avoir tendance à avoir son plaisir en regardant, en étant centré sur l'autre. Donc, c'est pas tellement lui qui il se dit, ouais, je suis bien fichu quand même et tout. Il va plutôt dire, ouais, elle a des seins, elle a mis cette robe, ou je sais pas quoi. Ou il y a de la pornographie, il va. Alors que les femmes, elles sont pas. C'est ce qu'on appelle hétérocentrées, centrées sur hétéro l'autre. Alors que nous, on est autocentrés. C'est-à-dire que nous, notre plaisir passe en fait par un regard, je fais souvent comme ça, de nous-mêmes. Donc si moi je me trouve moche, nulle, complexée,
Moi, mon mari il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, je vais pas ressentir que je me plais, que je m'excite. Alors que l'homme, c'est facile, il s'excite pas sur lui, il s'excite sur l'autre. Tu vois? Alors, évidemment, c'est OK pour lui. Alors, c'est simplifié. Et donc, effectivement, à partir du moment où il y a un problème de corps, bah, ça va pas être évident de s'éclater dans sa sexualité. Donc, on travaille évidemment en parallèle le corps et on va dire l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de croyances, hein, de fausses croyances qui nous bloquent dans cette sexualité. Et justement, il y a une idée comme quoi le désir ou le plaisir féminin serait essentiellement mental, psychologique. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré? Est-ce que c'est quelque chose que tu constates? Alors justement, c'est incroyable comme la sexologie euh, était ignorante de la femme et du plaisir féminin, mais depuis des milliers d'années. Enfin, la sexologie n'existe pas depuis des milliers d'années, et c'est maintenant, je trouve qu'on découvre plein de choses. Et Pascal, mon compagnon, qui lui est formé depuis un peu avant moi, qui s'est formé au Canada d'ailleurs, à Montréal, où là c'était déjà plus avancé, on disait qu'effectivement, tu sais, au début, on disait une femme qui a plus envie, ça ne se traite pas, ça ne se soigne pas. Ça, c'était il y a 20 ans. Je me dis, c'est dingue. Et puis après, on dit, c'est effectivement dans la tête. Et aujourd'hui, on a découvert des sextoys bien particuliers qui sont d'ailleurs brevetés parce que orgasme garanti. On est aussi, en fait, on a un orgasme physiologique mécanique, les femmes aussi, à un endroit bien précis du gland du clitoris, qui est une aspiration. Hein, c'est un sextoy qui aspire très très vite, qui fait venir le sang. En fait, en moins de 2 minutes, boum, orgasme. Et là, on se dit, ah, mais alors, qu'est-ce qu'on arrête de nous raconter que c'est dans la tête et je sais pas quoi? C'est aussi mécanique. Alors évidemment, orgasme ne veut pas dire je suis épanouie, je me sens bien. Mais c'est quand même, tu sais, les hommes qui sont tout petits, ils tirent sur le pénis, ils voient leur désir en érection. Nous, notre clitoris, c'est à l'intérieur, on ne voit pas grand-chose. Et en plus, il y a cette confusion. Ah, elle a les mamelons qui pointent, elle est excitée. J'ai encore une cliente. Ah, elle mouille, elle est excitée. Non, je veux dire, le désir et le plaisir féminin s'expriment de manière très différente, en plus déjà selon chaque femme, enfin bon, bref. Donc le petit garçon, l'homme, ben, il a du plaisir, ben, ça lui donne envie de recommencer aussi. Alors que la femme qui se dit, ah, ça doit être dans ma tête, etc., et qui n'a pas connu cet orgasme ou ces orgasmes, elle se dit, bon, ben, ok, ben, je mangerai demain, je mangerai après-demain, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de saveur, ça n'a pas beaucoup de goût. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un lien entre le désir et le plaisir. Tu vois, je pense qu'on aurait plus envie si ce qu'on nous donnait à manger, c'était bon. Et Comparaison du gâteau qu'on fait souvent, c'est-à-dire que c'est un peu un rapport sexuel, donc je te présente un chouette gâteau, commence un peu des préliminaires et tout, et puis après, au bout de 3 minutes, parce que le gars lui dit ok ça va, elle est excitée, j'y vais, hop, on te retire le gâteau. Voilà, toi c'est fini. Mais moi j'aimais bien là, les petites sensations, ça commençait à devenir bien. Mais il y a beaucoup, là on en rit, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont anorgasmiques ou pré-orgasmiques, c'est-à-dire qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toutes désirantes, orgasmiques, on est fontaine, on peut tout vivre, tout faire. Pas parce qu'on veut être performante de ça, parce qu'on veut juste. C'est comme si tu vas apprendre le chinois, l'espagnol, tu peux, tu vois. Toi, tu vas peut-être bosser 2 ans de plus que moi parce que c'est un peu plus compliqué, ou au contraire, ça va être super facile, mais tout le monde peut apprendre la langue, la cuisine, eh bien, tout le monde peut devenir une femme fontaine, tout le monde peut faire des fantasmes très. Parce que ça s'apprend, ça se pratique, et il faut donner le droit aussi à l'essai-erreur, etc. Et donc, ça, c'est vraiment le message que je prône, c'est de dire si tu as envie, parce qu'il n'y a pas le dictat. Beaucoup de femmes aussi font ça pour le mari, hein, ou pour le compagnon, ou pour. Et d'ailleurs, voilà, je voudrais revenir sur l'énergie, si tu veux bien, parce que tout à l'heure, tu as parlé de dire que tu avais besoin souvent de sexualité, sinon tu devenais méchante. Eh bien, moi, j'aime bien comparer cette énergie et ce désir avec une batterie de portable, justement, tu vois. Et comment est-ce qu'on recharge cette énergie qui nous rend heureuse, vivante? Et voilà, si ton portable, il est à plat, ben, il est à plat, il ne va plus fonctionner. Alors nous, qu'est-ce qui se passe quand on est à plat? Comme tu dis, on doit quand même fonctionner, donc on devient méchante, agressive. Alors, je me souviens de ce beau livre que j'avais lu, Femmes désirées et femmes désirantes, qui disait qu'il y a, en fait, on peut se recharger de deux énergies. Tu vas voir si tu me confirmes ça. L'énergie féminine, yin, et l'énergie masculine, yang, que nous avons évidemment en nous. Hein, nous sommes unis, nous ne sommes pas. Et en fait, comment est-ce qu'on recharge cette batterie de yin? En se caressant soi-même, en allant se faire l'amour, ça s'apprend,
Et comment on se recharge d'énergie yang? Ben, dans un rapport, en tout cas, qui peut être avec une autre femme d'ailleurs, hein, mais en tout cas, où on va aller chercher l'énergie plutôt de l'autre. Tu vois, c'est complémentaire. Et c'est intéressant, ça aussi. Si peut-être aujourd'hui on souffre, on est mal et qu'on se dit oui, mais moi j'ai eu des abus, oui, mais moi je suis célibataire, comment vous allez pouvoir recharger? Où est-ce que vous allez trouver? Ce yin, il est en vous déjà. Donc, l'auto-érotisme, c'est vraiment une clé. Pourtant, peu de femmes sont à l'aise avec cette nouvelle énergie en elles, cette énergie qui est là tout le temps. Oui, oui, il y a quelque chose je n'irais pas jusqu'à dire tabou, mais de secret un peu dans cette idée de la masturbation féminine, le fait de se toucher, etc. Un peu comme si le corps de la femme avait été rendu sacré, mais à elle-même en fait. Autant les hommes n'avaient pas le droit d'y toucher, mais elle-même, elle n'avait pas le droit finalement d'y toucher. Et on a un peu cette Oui, idée. On fait quelque chose d'interdit quand même. Hein. ça. Et en plus, alors que même lors d'un rapport à deux, si on peut se toucher soi-même, quel cadeau pour la femme qui effectivement n'est pas que un creux. Hein. La vulve, elle est bien en trois dimensions. Et tout comme mais tu as des lèvres, par exemple, tu vois, c'est intéressant. Hein, on parlait les lèvres du haut, les lèvres du bas. Ben, les lèvres, effectivement, elles peuvent faire pénétrer quelque chose à l'intérieur, hein, la nourriture, un pénis, des doigts, un baiser, une langue. Mais elle est aussi super sensible par ses lèvres. D'ailleurs, quand tu manges, tu ne fais pas juste fourrer de la nourriture. Voilà, tes lèvres, etc., sont sensibles. Eh bien, en fait, notre vulve, elle est aussi en extérieur, donc elle a aussi besoin d'être sucée, aspirée, léchée de elle-même. Évidemment, elle ne fait pas de mouvement elle-même, c'est pas comme nos lèvres, on n'a pas de langue d'ailleurs à l'intérieur, mais il y a vraiment, c'est pas juste on rentre quelque chose, c'est aussi des sensations de cette partie, le gland du clitoris qui sort et la vulve qui est sensible, extrêmement sensible aux caresses, au toucher, alors que l'intérieur est beaucoup plus sensible à une forme de pression, hein, puisque les parois du vagin sont moins sensibles aux caresses, par exemple. Ce n'est pas Ouais. tellement un endroit qui est sensible. Ah oui, donc il y avait quand même quelque chose à faire. Et de ce côté-là, est-ce que tu penses que c'est les femmes qui vont éduquer les hommes à les amener vers cette sexualité différente et plus Incarnée, on va dire, épanouie, vivante, jouissive. Alors, éduquer, je pense qu'avant d'éduquer nos hommes, il faudrait idéalement que les femmes arrêtent de se résigner, peut-être, s'offrent le luxe, parce que peut-être qu'aujourd'hui on va parler d'un luxe, alors qu'en fait ça devrait être une normalité de se découvrir, de se contenter, de se faire du bien, pour ensuite en effet montrer le chemin, j'ai envie de dire. Tu vois, plutôt que éduquer, il y a un rapport encore un petit peu ouais. voilà, qui me rappelle, en plus, bah, entre la mère, tu vois, donc, il y a tout le jeu du couple, hein, ici on parle vraiment sexo, mais c'est pas anodin non plus après qu'est-ce qu'on vient réveiller comme jeu de pouvoir dans un couple et tout ça. Donc plutôt qu'éduquer, voilà, montrer le chemin, mais d'abord il faut qu'elle le découvre elle-même. Ça, Et je pense, et moi j'étais dans le cas, j'avais le mythe, un jour mon prince viendra, et sexuellement aussi, lui c'est, voilà, ça y est. Et là, je dis, ah, où est-ce qu'il va là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça chatouille un peu, ça frotte, non? Et on ne dit pas parce qu'on se dit, mais oui, mais c'est lui qui sait. Moi, je suis tellement naïve et ignorante. Enfin, moi, et surtout quand et j'ai quand même beaucoup de clientes qui ont un seul partenaire. Parce que romantiquement, et même, voilà, c'est super. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu une première relation pendant 6 7 ans où j'avais beaucoup d'amour, mais je me connaissais très très peu. Et je pensais que c'est lui qui allait me découvrir. Et la pression sur les mecs aussi. Parce que en plus, il y a aujourd'hui place de la pornographie. Comment est-ce que vous voulez qu'ils découvrent un vagin, un clitoris, un cerveau de femme? Et en plus, ils sont très variables. Une femme n'est pas une autre du tout. Euh, donc, voilà, je pense, découvre-toi toi-même, tu vois, d'abord. Mais là, il y a le tabou dont tu parlais, quoi. L'autorisation. Oui, oui, oui. Quand tu parles de pornographie, ça me fait penser il y a des femmes qui sont réalisateurs de films pornographiques et qui prônent en fait une nouvelle forme de pornographie. Est-ce que toi, tu imagines quelque chose comme ça qui pourrait aider bah, Bien sûr, voir une bien autre forme? sûr. Moi-même, donc, j'écris de la littérature érotique et j'ai fait des méditations érotiques. J'aime le support plutôt voilà, de l'audio, de l'écriture.
Mais ces textes sont, il y a la période rose, la période bleue et la période noire. Donc je pense qu'évidemment que les femmes aussi, elles ont un cerveau qui va du 100 à l'heure et qui peuvent aller dans des choses plus hard. Donc la pornographie, en fait, c'est intéressant. Il y a une belle citation qui dit la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Donc ce que toi, tu vas peut-être trouver érotique, moi, je vais dire, ah, c'est porno. C'est intéressant, tu vois. Qu'est-ce qui pour toi est... Voilà. Et donc la pornographie, c'est l'idée d'aller voir, c'est d'aller faire des choses voilà, plutôt excitantes et transgressives. Mais qu'on ait des différences hommes-femmes de sensibilité, oui. Et donc aujourd'hui, vu que la pornographie est présente et de plus en plus de femmes l'utilisent aussi, même si ça reste plus d'hommes, mais il y a quand même de plus en plus, certainement chez les jeunes, cette présence, je pense que c'est intéressant d'aller vers d'autres types de pornographie. Et moi, je recommande Erika Lust, je ne sais pas si tu la connais. Erika Lust, Lust, c'est une réalisatrice, effectivement, et en fait, elle a un blog où son programme s'appelle Confession. Les internautes peuvent aller mettre des scénarios qu'ils ont peut-être vécus, donc des situations vraies et pas des trucs. Et en fait, après, les autres votent pour le scénario le plus excitant et elle en fait un film. Donc c'est très intéressant parce qu'on est sur une histoire vraie. C'est le décor, les acteurs. Enfin, elle fait un film, donc là, le côté très léché, je veux dire, des personnages, etc. Mais on part de quelque chose qui a parlé, qui a touché des vraies personnes, quoi, et pas des clichés sur clichés sur clichés, ou juste ce côté. Parce que dans la pornographie, il y a bon, voilà, moi j'aime bien cette autre citation, c'est la poésie des hommes. C'est un de mes profs en sexo qui m'avait dit ça, c'est que pour eux, à un moment donné, cette pulsion voyeur de ce mouvement, etc., et on est programmé, en effet, lors d'un coït, à être excité, hein, n'importe qui, en fait, mais bon, ok, c'est une forme, au moment où il la regarde, ça a cet effet-là. Puis d'ailleurs, c'est intéressant aussi que certains disent après, ah, mais je me sens sale, j'ai un peu honte, je culpabilise. Femmes et hommes qui disent ça. Moi, je pense que c'est intéressant de placer la porno dans toujours ce chemin d'exploration, ce chemin de tiens, qu'est-ce qui m'excite là-dedans, mais pas de culpabilisation. Alors aucun sens, quoi. Ben oui, 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 non, mais c'est, moi, je suis comme toi, j'aime bien la littérature érotique. Je préfère les mots, je préfère imaginer que de le Mm. voir. Et c'est vrai que je trouve que c'est un chemin d'entrée qui est intéressant bah, justement pour imaginer qu'est-ce qui me paraît excitant, pas forcément d'ailleurs ce que j'ai envie de vivre, Non. pas Mhm. forcément ce que j'ai envie de vivre, mais qu'est-ce qui éveille mes sensations et me permet d'avoir un peu de, voilà, l'esprit plus ouvert. Un bon compromis qui plaît bien à certaines de mes clientes aussi, c'est la BD érotique. Tu vois, la bande dessinée. Parce que là, il y a quand même du visuel, mais qui est soft. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une image réelle, une photo. D'office, il y a déjà de la comparaison avec son corps, mon corps. Et puis, c'est un petit peu trop, en général, pour les femmes. Donc, les mangas, les bandes dessinées peuvent être une chouette aussi alternative. Enfin, pas alternative, de toute façon, on peut tout faire. On peut faire par la littérature, la BD et les films de temps en temps, et puis son imagination. Et ce que tu dis est effectivement très juste, c'est qu'il ne faut pas forcément vivre ce qui nous excite. Ça, c'est toute la dimension des fantasmes. Et ça aussi, il y a parfois de la peur. Ah, si je désire mon voisin ou je désire faire un trio, oulala, il ne faut surtout pas que j'ouvre cette petite porte. Alors que désirer, c'est comme moi, je ne sais pas toi, mais moi, je désire faire un tour du monde. C'est pas pour ça que voilà, là, ma vie, elle est nulle, parce que maintenant, pour le moment, je ne fais pas un tour du monde, mais j'ai ce désir. Et il m'anime du coup à voyager, et peut-être que ce ne sera pas cette forme-là, mais en tout cas, il m'anime ce désir. Désir, on reparlait d'énergie là au début, c'est ça. Et le problème, c'est que si tu te coupes du désir voisin, trio, tout le reste, eh ben, c'est vraiment, en fait, tu peux pas juste dire je désire que mon mari ou que les trucs respectables. En fait, tu coupes la plante de ton désir tout court. C'est-à-dire que tu n'arroses plus le désir. Maintenant, ça s'apprend aussi, hein, comment justement, voilà, ne pas avoir peur, entre guillemets, de ces fantasmes, mais comment en parler aussi ou pas en parler de certains. J'apprends ça dans mes formations. Il y a des bons et des mauvais, entre guillemets, fantasmes, dès qu'ils vont être fonctionnels, qui vont vraiment te rapprocher de ton partenaire, qui vont faire que ça va être encore plus waouh et qu'on sort de cette routine. Et puis d'autres qui peuvent insécuriser. Hein, si ton homme il te dit ah, en fait j'ai toujours rêvé de faire l'amour avec ta meilleure amie et moi,
Oui. ça va par sécuriser. Pourtant, on ne peut pas l'empêcher d'avoir peut-être un jour eu cette pensée. Donc, c'est intéressant de comprendre les distinctions. Le jardin secret et la créativité érotique qui est géniale dans un couple, évidemment. Pouvoir varier les scénarios, varier les situations. Il y a Laetitia qui nous dit que l'éducation sexuelle est une forme d'auto-éducation, une connaissance de soi d'abord pour ensuite le partager avec son ou sa partenaire. Effectivement, ben merci Laetitia. C'était, je pense, dans l'esprit de ce qu'on disait, une auto-éducation. Et souvent, il y a eu des tabous. Ça peut être culturel et religieux aussi. Encore récemment, j'avais une femme très, très chrétienne, par exemple, mais ça pourrait être dans d'autres religions, hein. J'ai enseigné en Algérie aussi. Enfin, j'ai pas fait mon CV complet, mais où, voilà, le fait qu'on nous a tout simplement dit, tu ne peux pas te toucher là. Sujet tabou, eh bien, auto-éducation avec juste les pensées, voilà, c'est ce que tu disais. Alors oui, on va dire les femmes sont dans leur tête, mais parce on leur a pas dit, vas-y ma fille, explore-toi, enlève ta petite culotte la nuit, fais ce que tu, enfin voilà, va là où c'est chaud. Et même quand on le fait, ça a parfois été, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en fait, l'adolescent n'a pas de conscience que ce soit mal ou bien, ni que c'est même de la sexualité. C'est des sensations. Hein, on parlait de sensualité, mais ça a été connoté parce qu'on a mis un regard d'adulte là-dessus. Ah, il se touche. Enfin, moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi et un autre de 14 ans et demi avec le même papa, hein, ma longue histoire d'amour. C'est intéressant. J'ai vraiment deux facettes. Un qui rentre dans l'adolescence et le petit qui est dans une. Ben, voilà, il fait chaud en ce moment, il se balade souvent tout nu, et ben, il tire voilà, sur son zizi tout le temps. Et je me dis voilà, c'est juste dit, tiens, tu sais, voilà, hein, le fameux sujet de pouvoir dire ça t'appartient, c'est ton intimité. Est-ce que tu me vois moi en train de faire ça quand je suis à table, etc. Donc, voilà, mais lui, il n'est pas dans une conscience, on ne va jamais appeler ça masturbation, tu vois. Et ça, je pense que c'est ce danger, c'est les adultes qui posent des mots sur des actes que les enfants font. Même chose, des petits-enfants qui jouent à papa, maman et qui se frottent et qui ils font pas mal, en fait. Ça devient un problème si c'est un enfant de 14 ans avec un enfant de 8 ans. Si c'est un enfant de 20 ans avec une fille de 12 ans, tu vois. Parce qu'il ne faut pas nier, et ça, moi, le chemin que je fais, c'est d'aider les gens à mieux aimer, à mettre du désir, parce que aujourd'hui, dans ma vie, je ne serais pas capable d'aider des personnes. J'ai des collègues hein, qui font ce travail avec les abuseurs, avec les, euh, les personnes incestueuses, etc. Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les gens à remettre de la conscience, à faire circuler cette énergie pour ne plus subir. Évidemment, les femmes en première ligne, mais j'ai aussi des hommes dans mes clients, pour se réapproprier. Et je pense que ça pourra aussi changer beaucoup de choses sur, malheureusement, ces drames qui sont encore aujourd'hui vrais, que ce soit de la prostitution ou des abus sexuels. Mais ils viennent d'une inconscience, voilà, et c'est violent évidemment, bien sûr, et c'est dramatique. Bah, oui, quand il s'agit de petits-enfants, justement, est-ce que tu penses que quand il y a eu des abus dans l'enfance, etc., euh, il y a moyen de reconstruire ça avant l'âge adulte? Si on arrive à les sortir de cette situation, est-ce qu'on peut les amener à une sexualité plus épanouie, mais avant l'âge adulte? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai des collègues qui travaillent en institution avec voilà, des jeunes enfants, des enfants, des adolescents. Donc, bien sûr on travaille justement sur les empreintes, hein, dans les traumas. C'est une forme de traumatisme. Ça peut être la malnutrition. Enfin, tu sais, il y a d'autres traumatismes de l'enfance. Ça peut être d'avoir vécu une guerre, etc. Et donc, en fait, ça fait des empreintes dans ton cerveau qui vont créer une réaction qui est inappropriée à l'instant présent. Il n'y a plus de danger et pourtant, je me protège et une empreinte. Et donc ça se travaille extrêmement bien via l'hypnose notamment, via le MDR, hein, donc on rééquilibre. Et donc bien sûr, bien sûr, bien sûr que si des personnes qui nous écoutent se disent encore aujourd'hui, voilà, j'ai des, des, des traumatismes, ça peut être parfois des choses qui font que j'ai été traumatisée dans une relation aussi, que j'ose plus aller vers l'autre, hein, ou qu'on m'a dit une phrase tellement, oh, tu sais, une phrase peut faire une empreinte, hein. Oh, t'as vu, toi, avec ton gros ventre qui pend, je sais pas quoi, et plus jamais tu vas oser montrer ton ventre. Donc, on a tous des empreintes, j'en ai aussi. J'ai travaillé sur certaines empreintes, même si j'ai pas, voilà, j'ai pas eu, en l'occurrence, d'abus
sexuelle jeune, mais j'ai eu d'autres formes de traumatisme. Et je pense qu'à tout moment, c'est un travail thérapeutique. C'est pour ça que tu es là, que je suis là. On est là pour dire oui, c'est possible de vivre la vie que l'on souhaite, d'être épanoui à notre manière, à l'âge que nous avons. Il y a une de mes clientes a découvert l'orgasme à 69 ans. Tu vois, ça ne s'invente pas. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Et c'est vraiment OK. Parce que ce qui compte, parce que je me souviens, certaines clientes aussi qui me disent parfois, oh, mais tout ce temps que j'ai perdu, pour moi, c'est à partir du moment où on décide de se mettre en conscience, de se mettre en chemin et de se dire maintenant, je me réapproprie mon corps, ma vie, mes pensées, mon cœur, voilà mon histoire, et j'avance. Ben, c'est le premier jour de ta vie et c'est magnifique, quoi. Et c'est peut-être ce qui fait tout ce que tu as vécu qui va faire de toi aussi la personne, enfin, qui va se révéler dans sa beauté, dans sa lumière, dans sa jouissance. Mm. Bah, c'est marrant que tu me parles de cette femme parce que je voulais te poser la question à travers les différentes phases de la vie, en fait, comment la sexualité évolue, est-ce qu'il y a des différences, est-ce que tu as vu des choses qui se manifestent différemment, voilà. Oui, 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 oui. Alors évidemment, ça va être très... Allez, ça va dépendre de chaque personne. Je te dis, selon certaines cultures, moi en Algérie, nombre de femmes avaient approché la trentaine, voire plus, et étaient encore vierges, vraiment vierges. Pas oui, oui, on voulait. Non, donc tu vois, elle, ben, je veux dire, je ne peux pas comparer une femme vierge de 30 ans à une américaine qui peut-être à 14 ans a déjà. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre des individus. Maintenant, il est clair que si on prend une femme, enfin bon, c'est vrai pour un homme aussi, bien sûr qu'il va y avoir des phases où, comme je dis, d'abord on est dans la non-conscience, et puis on découvre ces sensations, soit naturellement à l'adolescence, soit, comme on vient de le dire parfois, plutôt la vie nous a mis devant des choses qu'on n'était pas censé à ce moment-là voir. Mais sinon, donc, à l'adolescence, début de la puberté, hein, plein de sensations. Et là, selon que ça se passe bien, eh bien, on va pouvoir mettre en place des comportements. Selon que on se prenne un peu des difficultés, eh bien, parfois, la sexualité va être déviée. C'est-à-dire que quand je dis déviée, c'est que par exemple, je pense à ce jeune homme qui n'avait pas de succès auprès des filles du tout et qui vraiment, c'était violent, enfin, c'était humiliant, tu vois, il n'est pas confiant en lui, etc. Et du coup, bah, euh, il a, il a développé plus une forme d'addiction, par exemple, à la masturbation avec de la pornographie. Et donc, tu vois, la sexualité, c'est pas non plus OK de 15 à 25 qu'on découvre ça. Et puis non, parce que si tu as été, ou tu as vécu à ce moment-là une opération, enfin bon, bref, donc il y a quand même tout cet aspect-là. Après, ce que je dirais, c'est qu'il y a pour les femmes, il y a tout l'aspect de devenir maman, qui va être un grand, grand, grand bouleversement et dont on ne parle pas assez, et dont je parle beaucoup dans mes formations, maman et amante, maman et femme. Là, en général, la mère prend beaucoup de place, beaucoup, beaucoup, la société, le corps, etc. Tout fait. Donc là, c'est déjà aussi un changement, en général radical. Couple aussi, hein, enfin que tu sois en couple, voilà. Et puis, il y aura évidemment toute la phase de la ménopause, hein, tout ce qui est lié au cycle féminin va varier dans nos envies, dans nos physiologies. Mais ce que je trouve le plus intéressant à dire sur cette évolution, c'est que la bonne nouvelle, c'est comme dans l'alimentation. Ce que par exemple, à 13-14 ans, je ne sais pas si toi tu appréciais les endives, tu vois, les chicons, ce qu'on appelle en Belgique, un goût Ouais. très amer, le vin rouge, les choux de Bruxelles, peut-être même du poisson, les huîtres. Eh bien, aujourd'hui, tu as découvert d'autres goûts et ton palais s'est habitué et tu as fait des bonnes expériences. Et peut-être que même dans 5 ans, tu vas aller faire un voyage, on va te faire goûter des criquets grillés, je ne sais pas, tu vas dire, oh, mais finalement, moi je pensais que la sexualité va évoluer aussi. C'est-à-dire qu'on va découvrir des sensations, des expériences, et au début, on va en rejeter certaines, notamment par forme d'inconscience. Non, non, là, attends, là, c'est bizarre, j'ai l'impression que je dois faire pipi, attends, je ne va pas par là, ou non, pas dans ce trou-là, qu'est-ce que tu fais, hein? On est un petit peu. Et puis, on se dit, ah, bah, pourquoi pas, tiens, finalement, associer ça et ça, c'est pas mal. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça évolue tout le temps. Il y a des choses qu'après, on ne fait plus, hein. Peut-être que, voilà, il y a des trucs ados, par exemple, s'embrasser pendant 2 heures au cinéma en glissant les doigts, peut-être qu'à 40 ans, c'est plus ça qui va peut-être nous plaire, c'est plutôt une soirée tantrique, voilà, avec de la sexualité peut-être, ou bien au contraire un fantasme très sophistiqué. Donc ça va évoluer tout au long de sa vie.
j'avais une autre question. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'avoir du plaisir avec une autre femme qu'avec un homme? Avec une autre femme, c'est ça que tu as dit? Oui. De nouveau, on ne peut pas faire une généralité. Parce que si, par exemple, et bon, le sujet de l'homosexualité, il n'est pas forcément évident parce que, bon, là aussi, on est dans une époque où on nous dit, voilà, c'est quelque chose, on NAIT, alors qu'en fait, on se rend compte que non, ça peut être des explorations. Moi, à 14 ans, je jouais avec ma petite voisine et bah voilà, clairement, j'ai eu des sensations, j'ai eu du plaisir. Pour autant, est-ce que ça faisait de moi, bam, de me mettre dans telle case? Et puis après, j'étais très déçue par les hommes. Est-ce que du coup, enfin voilà, tu vois, et puis dans les fantasmes, il y a ci ou ça. Donc déjà, attention, comment est-ce qu'on va vers être avec une autre femme? Est-ce qu'on a plein d'attentes? Là, je viens de rencontrer un couple de lesbiennes qui sont restées 3 ans ensemble. Et c'était une catastrophe, dans le sens où, en fait, une des deux n'a jamais réussi à jouir autrement qu'avec un petit sextoy, enfin, dans des conditions assez compliquées. Et tu vois, c'est pas parce qu'elles étaient avec une autre femme que ça se passait bien. Parce qu'elle-même avait déjà un blocage, qu'elle aurait eu peut-être avec un homme en tout cas. Donc, femme ou homme, va pas solutionner ce qu'on disait, connais-toi toi-même, explore toi-même. Maintenant, pour répondre quand même à ce que je vois que tu veux dire, c'est que la femme, c'est un peu comme un miroir. Elle a des seins comme toi, elle a une peau plus douce comme toi, elle a une vulve comme toi. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi de moins impressionnant, parce qu'il faut quand même savoir que le vaginisme, c'est la contraction involontaire des muscles du périnée qui fait que le pénis ne peut pas pénétrer. Chez nous, c'est quand même 20, voilà, 20% des femmes qui, alors c'est souvent au début des premières relations, et puis après, en général, en fait, ben, ça s'assouplit et ça va. Mais par exemple, en Algérie, c'est la cause numéro 1 de consultation, vaginisme. Et ces femmes, elles n'ont pas une maladie, hein. C'est la peur du pénis, la peur de la pénétration. Alors, si tu es avec une femme, bah, tu peux déjà t'enlever cette peur, évidemment, hein. Donc, ça va vraiment dépendre, tu vois, de ton cheminement, mais c'est intéressant, et moi, je l'ai vécu personnellement. Avec une femme, c'est moi autre chose, d'autres sensations. C'est plus facile sur certains aspects et ça l'est moins sur d'autres. Parce que peut-être qu'avec un homme, un jour mon prince viendra, si cet homme il est dans sa virilité, dans son énergie sexuelle, il va un peu forcer justement les choses, il va un peu, non, non, moi tu sais, je suis gentil. Il y a de cette énergie qui peut nous aider à lâcher prise. Si tu es avec une autre femme qui est douce aussi, tu vas peut-être pas aller lâcher prise. Donc voilà d'où l'intérêt des deux. Oui, je vais te demander un peu les outils que tu utilises dans ton... Ah oui, ils sont assez multiples, hein. Tu vois, l'architecte, ça c'est le côté justement très créatif, parce que quand on dit, ah, mais tu t'ennuies pas, ça te manque pas l'architecture, je dis pas du tout parce que je me sens très créative et j'utilise beaucoup d'outils. Et en fait, moi-même, donc j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai fait 2 formations en sexologie, j'ai lu, j'ai tellement d'outils, y compris certains psychanalytiques, par exemple avec Jung et les personnages en nous, la communication non violente, tu vois, les outils de communication, Imago aujourd'hui que j'utilise. Donc, j'utilise beaucoup d'outils. Ça, c'est déjà une de mes caractéristiques et je vais l'apprendre en fonction de la personne. C'est comme l'architecte va dire, ah, vous avez un terrain comme ça. Bon, ben, tu vois, je ne vais pas aller mettre un truc tout fait. Toi, une autre femme vont arriver avec des demandes, des attentes, des réalités différentes. Donc, j'utilise beaucoup le, le jeu. Je crois que c'est bien en premier, c'est ça. La légèreté. Le fait de, alors qu'on t'avait toujours dit ça se fait pas, je vais peut-être te le faire faire, mais de manière beaucoup plus ludique, créative. Par exemple, je pense à la femme qui va s'explorer elle-même. Elle va d'abord le faire avec ses yeux, avec, tu vois, avec peut-être un crayon, enfin un crayon, pas dans son sexe, mais peut-être Ah ouais. dessiner, hein, te dessiner, lui donner un nom à ton sexe. Donc voilà, j'aime bien un côté assez léger, joyeux, ludique. Euh, et voilà, créatif, je crois que ça fait un peu ma marque de fabrique. Aussi dans le toucher, donc dans les exercices à faire, il y aura des exercices notamment à faire avec l'autre qui seront de l'ordre, pas du massage, mais du toucher exploratoire, etc. Donc j'aime bien le concret aussi, hein. C'est pas on parle et on remonte dans tout ton arbre généalogique. Mais bien sûr, il y a aussi le changement voilà, de croyance, hein. Donc remettre questionner au niveau qui. Ben, récemment, encore lundi, une de mes clients me dit, ah non, mais si je commence à penser à quelqu'un d'autre, je trompe mon mari. Je dis, écoute, d'accord, on t'a peut-être raconté ça et je sais.
Mais avec moi, ça ne va pas le faire. Parce que si on en reste là, alors on arrête tout de suite. Donc, on va devoir aller traverser cette croyance, parce que là, je te parle de penser, je te parle d'imaginer, etc. Donc, je travaille évidemment aussi en dialogue avec les croyances de la personne. Alors, moi, je ne touche pas les gens, donc je peux renvoyer vers un masseur tantrique, par exemple, une masseuse tantrique, une thérapeute, une kiné, hein, s'il faut remuscler, par exemple, les muscles du vagin, du périnée. Donc, voilà, je vais travailler en synergie, le relooking aussi, le fait, tu vois, on parlait de prise de poids, de perte de poids ou de corps. Dans certains cas, effectivement, il y a besoin de se sentir mieux dans son corps, mieux dans ses vêtements. Donc moi, j'accompagne même en journée sur mesure, mais je vais avec elle dans la boutique. On va dans un love shop, un magasin de lingerie. Donc j'aime vraiment bien voir la personne qui se permet, qui a ce déclic. Alors, j'ai deux questions de Laetitia. Notre sexualité, notre désir est-il en lien avec notre propre estime de soi, la façon dont on apprécie notre corps complexe? Pas que. Donc, je peux répondre ou il y a encore une suite? Non, non, Pas, c'est pas uniquement. Enfin, évidemment que si je dois résumer, je dirais le désir, ça part de toi. Ça, c'est clair qu'en tout cas, pour aller l'activer, pour décider maintenant, ce soir, je veux passer un super moment chaud ou même sensuel ou intime avec mon homme, c'est de ton estime de toi d'être capable de, allez, quoi qu'il arrive ce soir, même si, je sais pas, les enfants vont dormir tard, etc., je vais me connecter. Alors là, on peut travailler sur euh, est-ce que je me connecte par la tenue, par l'huile essentielle que je vais mettre, par des bougies dans la chambre, mais ça va partir de moi. Maintenant, ce désir ne vient pas que de nous et de notre estime de nous. Parce que si l'autre en face, il est exécrable, euh, hygiéniquement, c'est l'horreur, il nous dégoûte, hein, je sais pas, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus genre, ok, tu as un problème d'estime de toi. Tu vois, tu vois, si l'autre, comme je dis, il nous touche dans les oreilles, ben, ça va pas nous faire beaucoup de désir au bout d'un moment. Hein. Donc, il y a évidemment aussi en face à avoir un partenaire aussi éveillé, conscient, qui fait des efforts comme nous on en fait pour nous connecter, pour avoir de l'estime de nous érotique et sexuelle. Donc voilà, j'ai pas envie juste de dire c'est de ta faute si tu n'as pas de désir. Hein. Il y a aussi ce qu'ils appellent en fait l'environnement, c'est-à-dire dans quel environnement tu évolues. Et chez les femmes, ça a énormément d'impact. Donc, par exemple, aussi, ton environnement, c'est ta fatigue, c'est par exemple, ta charge mentale, ton boulot, ton couple, tes gosses, ta maison. Si tu habites dans une caravane, c'est plus difficile peut-être d'avoir du désir que dans un palace où tu n'as rien à faire toute la journée. Donc, le désir est lié aussi à cette sphère environnement qui peut être ta culture, enfin, tout ça, tout ce qui n'est pas toi, qui est tout autour de toi, y compris ton homme, euh, et donc, par exemple, un homme sur trois éjacule trop vite. Quand je dis trop vite, c'est 1 minute et demie, maximum 2 minutes. Enfin, c'est pas évident d'avoir un bon gâteau quand ça dure voilà, 2 minutes. Donc, typiquement, alors une fois, c'est pas grave, ça arrive et tout. Mais si votre mari, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on met en place des stratégies de faire des bons punis, mais, enfin, ou même pas, bah, c'est sûr que c'est ton environnement qui n'aide pas ton désir non plus. Tu vois. Oui, tout Si à tu fait. confirmes que ça impacte évidemment très fort la femme aussi. Est-ce que ça arrive souvent que tu aies des femmes qui viennent et qui sont dans une situation avec un homme, par exemple, et dont le compagnon ne veut pas participer dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux faire, toi? C'est pas évident et ça arrive effectivement. Alors, il faut toujours bien se replacer. On traite, enfin, on ne traite. C'est la personne qui vient, qui, je veux dire, est actrice de sa vie. Tu vois et je pense que parfois, c'est un acte de courage de dire je le fais pour moi et pour mon éventuelle vie avec quelqu'un d'autre, si vraiment la situation devait dégénérer jusqu'au point de, mais je le fais quand même, tu vois, et pas céder à une forme de... Parce que peut-être qu'en effet, l'autre, s'il bloque, ben, parce que lui, il a pas envie d'aller peut-être voir lui-même ce qui devrait changer, ou qu'il a peur, parce que ça s'appelle la systémique, hein, je ne sais pas si tu connais, quand dans un système, quand un des deux bouge, bon, ben, l'autre, voilà, forcément. Donc, c'est d'abord d'inviter la personne à valider qu'elle le fait vraiment pour elle. Ensuite, elle peut évidemment en parler à l'autre en disant, écoute, ok, j'entends que toi, tu veux pas changer, tu ne veux pas faire d'efforts, tu ne veux pas aller voir une séance Julie ou voilà, de faire toi-même les exercices que je te propose. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi tu proposes? Et je pense que là, il y a à se mettre debout et,
voilà, se dire, moi, je vais vraiment faire mon chemin parce que j'ai envie de devenir, ben, mon programme, par exemple, c'est Sexy Lady, hein, j'ai envie de devenir une Sexy Lady. Mon idéal, vraiment, ce serait de le vivre avec toi. J'ai pas envie de remettre tout notre couple en question, cette famille, tout ce qu'on a pu construire. C'est vraiment, je le fais. euh, mais voilà, en même temps, là, qu'est-ce que tu vas me laisser comme choix si toi, tu pas sabotes, mais voilà, si lui, ben, on ne veut pas faire les exercices, veut pas. Donc, je suscite quand même une discussion. Enfin, j'invite la Oui, cliente oui. à poser le sujet. Parce que lui, de son côté, peut voir quelqu'un d'autre, peut, de son côté, voilà, suivre une formation en ligne, ou bien, moi, quand je fais en tout cas des séances, il peut venir à l'une des séances, et c'est très précieux. Par exemple, dans la vidéo, enfin, dans ma formation Sexy, on démarre par ce côté désir. Hein, et très rapidement, c'est de dire, on arrête de se forcer, hein, à manger ce qu'on n'a pas envie, on n'a plus faim, tu vois, on n'a plus envie. Là, forcément, faut parler au partenaire. Il ne faut pas qu'il revienne avec tous les jours avec son truc alors qu'on n'a plus envie. Donc, il y a une vidéo qui s'adresse aux partenaires. Pour moi, ça fait partie quand même de la démarche d'avoir, en tout cas, de le mettre au courant. Mais ce n'est pas lui qui doit faire quoi que ce soit. Dans un premier temps, c'est vraiment à la femme de se réapproprier. Donc c'est quand même une démarche, c'est une Quand on est démarche en couple, hein, parce qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas en couple et qui peuvent tout à fait, pour autant, découvrir leur femme désirante, devenir poly et multi-orgasmique, c'est-à-dire voilà, pouvoir jouir quand elles le veulent, de diverses façons, et pas le dictat de la pénétration pure. Voilà, on disait tout à l'heure, il y a plein d'autres façons de combiner les sensations. Et donc ça, je pense, même si tu es célibataire, enfin, moi j'aurais voulu suivre cette formation il y a 20 ans. Si je m'étais croisée il y a 20 ans, je me serais inscrite. Je voulais te demander si tu avais des exemples de femmes dont le fait de s'épanouir sexuellement avait modifié d'autres aspects de leur vie. Tout à fait, c'est une très bonne question aussi. C'est qu'il y a comme je dis, il y a des bénéfices secondaires au fait de s'épanouir. Euh, Le premier, évidemment, parce que enfin le premier, je ne sais pas si je dois dire ça, parce que c'est cette confiance en soi aussi, mais qui peut donc changer ton look. Là, je pense à cette femme qui s'est laissée pousser les cheveux alors qu'elle avait un côté assez, on parlait de dur et de masculine, et qui, du coup, a découvert une nouvelle forme, alors qu'elle ne l'a pas fait exprès pour séduire et tout ça. Tu vois, de ressentir le désir, le plaisir, lui a donné envie d'explorer d'autres choses dans sa féminité. Donc, il y a un côté aussi féminine, qui n'est pas dans les clichés, ok, vous allez mettre des talons et des porte-jartelles, même si je parle de tout ça, c'est pas en cliché. Donc, un aspect sur ton look, ton apparence, ta féminité, euh, beaucoup plus d'harmonie avec les autres, hein, comme on disait, donc les autres étant peut-être ton compagnon, mais tes enfants. Donc vraiment, ça se vérifie qu'elles sont dans une relation beaucoup plus pacifiée, beaucoup plus constructive, et même, voilà, avec beaucoup plus de moments aussi où on est de nouveau amant, amoureux, hein, donc et où la culpabilité peut s'en aller, parce que ah oui, mais enfin mes enfants, et puis si je voilà, et puis je dois laisser la porte de ma chambre ouverte parce que si mes enfants appellent, enfin tu vois, le fait de se réapproprier tout ça, fait que les deux peuvent être vécus sans dire je dois abandonner mes enfants pour passer une chouette soirée avec mon mari. Non, les deux vont se cohabiter. Et puis il y en a même où ça va aller jusqu'à une remise en question professionnelle, c'est-à-dire en fait j'ai envie aussi de m'épanouir dans les autres facettes de ma vie. Et donc, j'en ai quand même plusieurs qui dans la foulée du travail avec moi, ont envie, et d'ailleurs, c'est assez marrant aussi, et d'agir à leur niveau dans ce domaine-là aussi. C'est-à-dire que je crois quand tu t'es rendu compte à quel point pour toi ça a fait un changement, tu as envie, par exemple, j'en ai une qui est kiné, eh bien voilà, elle va se diriger vers les jeunes mamans, mais et leur épanouissement, y compris avec leurs compagnons. Voilà, une autre qui est psychologue et qui dit, moi, c'est dur parce que quand je vois les psychologues, des gens déprimés toute la journée, etc. Et tu vois, moi-même, ça m'épuise, alors qu'elle a commencé, du coup, puisqu'elle-même, elle avait plus d'outils, bah, aussi, du coup, elle était plus à l'aise de parler de ça. Et forcément, des gens qui dépriment, c'est aussi en lien avec leur vie amoureuse et tout ça. Elle avait plus d'outils et elle me dit, mais en fait, j'adore ces séances, j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois, ces nanas, je les vois qui s'ouvrent et donc on est même en train de réfléchir avec elles pour créer. Du coup, moi, je fais des programmes. Hein, j'ai par exemple fait semer cette graine. Ça, c'est un challenge tout à fait offert, donc tu pourras le partager. C'est 7 jours pour semer des graines dans le jardin de ta féminité.
eh bien, elle met en place des séances en lien avec chacune des graines, tu vois. Donc, c'est gai de voir qu'il y a des femmes qui, du coup, ont en effet plus de créativité, qui se remettent parfois à l'art ou à une passion. Oui, oui, il y a plein de conséquences. Oui. Moi, c'est ça en fait que je vois parce que on parlait de voilà, l'énergie de vie et je pense qu'il ne faut pas occulter en fait cette partie-là parce que sinon il y a quelque chose qui reste un petit peu coincé en fait. Donc Hmm. même si eh ben, après tu fais du sport, tu manges bien, tu fais attention à ce que tu lis et à bien dormir, etc. Si tu n'as pas quand même cette partie-là de ta vie en fait qui s'épanouit, etc., ben, il y a un petit truc qui reste bloqué. Et Mhm. que voilà, je pense que aller sur cet axe-là, quand tu vois qu'il y a tout qui est bien en place et que quand même ça avance pas, aller sur cet axe-là, ben, ça peut. Peut-être que si c'est bloqué, c'est qu'il y a vraiment une blessure qui doit remonter. Tu vois, comme je dis, une blessure elle peut être d'abandon, d'humiliation, enfin, tu vois, les 5 blessures de l'amour. Et elle peut, tu sais, j'aime vraiment cette métaphore de Kirikou. Tu connais Kirikou? Oui, C'est marrant parce que je vais la noter d'ailleurs. J'ai un live ce soir, je vais juste, noter cette histoire de je Kirikou. range mon téléphone. Ouais, un petit moment, oui, parce qu'il ne faut pas que le live s'arrête juste avant l'histoire de Kirikou. On me racontait que en termes de marketing, puisque voilà, c'est ce qu'on fait un peu, on fait le marketing de votre épanouissement. Oui, ça vaut la peine de s'épanouir. Eh bien, c'est toujours plus intéressant de raconter des histoires que de donner des conseils. Tu vois. Alors, on a donné quelques conseils, maintenant je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez la sorcière chez Kirikou? Eh bien, elle fait peur. Tu es d'accord qu'elle a d'ailleurs enlevé toute vie dans le village, elle a ses fétiches qui lui obéissent, et tout le monde a peur de cette sorcière. Sauf Kirikou, qui dit pourquoi la sorcière est-elle méchante? Mais pourquoi la sorcière est-elle méchante? Et tout le monde lui dit, mais arrête, elle est méchante, et c'est comme ça. Hein, notre mégère, notre sorcière qui par moment est méchante. Et puis Kirikou, il veut savoir, il veut savoir. Et il va voir son grand-père qui lui dit, tu sais, c'est parce qu'elle a une épine dans son dos qui lui fait terriblement mal. Et, et alors Kirikou dit, mais pourquoi? Qui lui a mis cette épine? Et en fait, et là on voit, on comprend même bien l'image même d'un viol, etc. On voit la guerre, on voit des ombres qui disent, un jour, voilà, des hommes lui ont enfoncé cette épine. Et elle a eu tellement mal. Et alors Kirikou dit, mais pourquoi elle ne l'enlève pas? Puisque c'est ça qui la rend méchante. Parce qu'elle aurait peur, au moment où on va enlever cette épine, toute cette douleur va ressortir. Et que du coup, elle en a tellement peur qu'il ne faut surtout pas, d'ailleurs, personne ne peut la voir de dos. Hein, on voit toujours Caraba de face. Parce qu'elle ne veut surtout pas qu'on voit cette épine qui fait tellement mal. Et Kirikou, tu connais l'histoire, qui va chercher, qui va avec ses dents arracher cette épine. On voit effectivement cette sorcière qui hurle de douleur au moment où ça arrive, qui est prise par surprise, hein, parce qu'elle n'aurait jamais voulu qu'on aille l'aider. C'est intéressant. Et quand, en effet, cette épine, hein, elle devient cette magnifique princesse, la nature refleurit et Kirikou grandit et ils sont amoureux. Et pour moi, on a en nous, si ces femmes qui, comme tu dis, font du sport, tout va bien, tu sais, je vais bien, non, non, je suis célibataire, c'est cool, non, la sexualité, c'est pas important, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une épine? Est-ce qu'il n'y a Oui, pas un truc là qui fait quand même très mal, conscient ou inconscient? Parce que tout le monde n'a pas été abusé, mais on a aussi tout, tu le sais, sur l'énergie. Nos mères, nos grands-mères, notre arbre généalogique, les vies passées en karma. Moi, je travaille aussi avec ça. Tu parlais d'outils. Ben, si je sens des choses, eh bien, je vais dans ces choses-là aussi. On porte ces blessures. Et elles sont dans cet endroit-là. Tu vois. D'ailleurs, quand tu travailles comme ça, après, le nombre de femmes qui me disent que lors d'un orgasme, elles pleurent, tu pleures à la fois de joie et de tristesse, tu libères des choses quand tu vas dans cette sexualité-là. Et ces oui, femmes qui la nient, elles ont peut-être, comme la sorcière, trop peur qu'on accède ou elles ne sont même pas conscientes qu'elles ont une épine dans leur dos. ouais. Ça peut être intéressant voilà, de soulever la chose. Et de se faire accompagner, tu vois, se faire accompagner, c'est important. J'avais une dernière question qui concernait la transmission. Oui. Parce que pour moi, le changement, bah, c'est les prochaines générations. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut transmettre à nos jeunes filles, ces futures femmes, pour que elles
découvrent leur sexualité dans les meilleures conditions possibles? J'adore cette question parce que la réponse est tellement simple et forte et puissante. C'est Bouddha a dit, l'exemple n'est pas une façon de faire, c'est la seule. Sois cette femme que tu as envie que ta jeune fille soit. Sois cette femme assumée, libérée, douce avec elle, bienveillante. Vis cette vie-là. Vis que tu n'es pas parfaite non plus, que tu vois. Montre-lui le chemin en étant toi, femme. En cheminement, hein, parce que ce n'est pas un truc parfait, perfecto, là. Sinon, on retombe dans la mégère qui va être là. J'expérimente, je vis, et dans ma salle de bain, ma cup menstruelle et mon sextoy, mes boules de geisha, ben oui, par moment, ma fille peut peut-être voir ça et me poser des questions et voir une maman qui s'épanouit avec son papa ou peut-être avec une autre femme ou peut-être, en tout cas, soit et ouvre la porte aux questions. Il n'y a pas à provoquer ni une adolescente ni une enfant sur des sujets. On dit souvent que voilà, c'est quand même un sujet, justement, c'est intime. L'intimité, il y a ce moment, moi je vois avec mon enfant de 14 ans et demi, c'est pas juste quand c'est moi qui vais dans son. Alors, comment ça se passe? Et au fait, d'ailleurs, tu as commencé à regarder la pornographie. Tu vois, c'est pas juste non plus. Par contre, par un moment, dire je suis. Enfin, tu sais que tu peux m'en parler. Hein, donc, laisser cette porte ouverte et aussi soi-même de montrer ou incarner, le mot qui me vient le plus, c'est incarne cette nouvelle femme que tu aimerais que les nouvelles générations soient. Oui, c'est magnifique. Et puis surtout, ça incite les femmes à... Ben voilà, arrête de vouloir sauver ta jeune fille. Commence avec toi, même si ça part d'un bon sentiment. Je connais la sauveuse là en ce moment avec mes enfants. Merci à nos enfants, ils nous enseignent tellement. C'est des petits maîtres bouddhistes aussi, nos compagnons aussi. Il faut savoir, moi j'aime beaucoup Imago. Imago considère que la relation de couple, c'est le lieu de guérison de toutes nos blessures d'enfance. Donc ton partenaire va aller appuyer dans les épines empoisonnées pour bien faire. Mais pourquoi? C'est un cadeau d'amour. Parce que là, tu peux t'aimer. Mais donc, il faut aussi sortir de ce mythe. Voilà, oh, s'il m'aimait. Mais non, parce que ce soit nos enfants ou notre compagnon, c'est eux qui vont aller le plus au cœur de ce qui est sensible chez nous pour nous permettre de nous aimer à cet endroit-là. Moi, en ce moment, tu vois, je me fais des bisous quand je suis fière de moi. Comme, ben voilà, cette interview, je la trouve magnifique. Tu as vraiment déroulé les questions et merci aussi aux gens qui nous ont suivis. Ben, j'ai envie de me dire bravo, super. Mais même quand je tombe et que je me relève aussi, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est ça le plus beau chemin qu'on peut faire, c'est être douce avec soi-même et continuer à avancer dans notre vie de femme et d'homme, pour les hommes qui nous regarderont. Merci, Julie. Alors, je sais que tu organises un live ce soir. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a encore moyen de s'inscrire puisque ça se passera en direct à 20h30 et il y aura un replay. Donc, si certaines disent, ah, mais je ne savais pas que c'était ce soir, je vais parler d'être une femme épanouie, de parler en fait, une formule magique parce qu'il y a des femmes donc, qui ne savent pas elles vivent un conflit intérieur et qu'elles ont une arme secrète à l'intérieur d'elles. Et je suis contente parce que je n'ai pas défloré le sujet, même si voilà, on a évidemment été proche de tout ce qu'on raconte. Ce soir, ça va être encore des éléments différents. Et je vais vous présenter aussi ce fameux programme Sexy Lady. C'est l'idée de pouvoir aller plus loin avec moi. Mais avant ça, il y aura donc 3 histoires assez parlantes et du concret pour que vous puissiez avoir peut-être le déclic qui vous manque pour vous mettre en chemin, vous, à votre façon. Et puis, donc, tu pourras partager aussi, si tu veux, le challenge semer. Je pense que c'est un beau cadeau. C'est 5 minutes par jour pour toi, pour aller semer une graine. Alors, c'est 5 minutes par jour. Après, ça peut être peut-être des jours d'effet, hein, bien sûr, puisque quand tu sèmes la graine de l'audace, c'est pas 5 minutes, tu vois, de devenir une femme audacieuse. Mais en tout cas, j'ai voulu ce programme léger, comme je t'ai dit, ludique, joyeux. C'est filmé dans un beau jardin. Donc, je serais ravie de vous retrouver et ce soir et à travers ce challenge semé et peut-être dans d'autres rencontres de la vie. Super. Alors, moi, je n'ai plus de questions. Je suis absolument ravie d'avoir fait cette interview avec toi. C'était un très, très beau moment. Et je remercie voilà, toutes les personnes qui ont regardé, qui ont posé des questions. Et
voilà, je vais poster le lien pour le live, pour le challenge. Et voilà, j'espère que s'il y a encore d'autres questions, bah, je ferai suivre à Julie. Oui, voilà, écoutez, vous pouvez mettre des questions sous la vidéo et voilà, vous me taguez, hein, Julie Duchemin Pro, comme ça je reçois une notification que vous me posez une question. Voilà. Voilà. Un Donc, tout grand merci à toi. merci et puis j'espère à de nouvelles aventures. C'est sûr, à très bientôt. Belle continuation à chacune d'entre vous aussi et à toi. Merci pour tout ce que tu fais, Estelle. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.